Salut la communauté de coups critiques. Ce soir. Que ça brasse. Ce soir, ce matin, cet après-midi, si vous vivez dans les limbes, peu importe où vous êtes, on a tout qu'un contenu pour vous. Mais là, il y a comme quelque chose qui marche pas parce que, c'est comme notre vieille intro, un vieil animateur, une vieille musique, un vieil overlay, et puis c'est plus notre show. C'est un show qui appartient à une sorcière, puis watchez-vous bien parce que ça déménage, et ça déménage maintenant. Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, surtout pour les gens qui viendront se joindre à nous sur le tard, puisque vous pouvez consommer notre potion le matin, le midi, le soir, la nuit, quand vous voulez. La nuit, ça se pourrait qu'il se passe des choses mystérieuses, à vos risques et périls. Donc, maintenant, oui, effectivement, ce sera moi, la sorcière, Marika, qui vais animer les discuter entre les dés, mais toujours bien accompagnée. Et je reçois autour de ma table ce soir pour recevoir une bonne cuillerée de ce qu'il y a dans ma marmite que nous avons brassé à 6 bras tout de même, nul autre que Félix et Kim. Bonsoir à vous. Allô? Bonsoir! C'est tellement de bonne intro. Nous autres, on dit toujours salut la communauté, les gens de lettres, là. Vous l'avez l'affaire. Comment vous allez? Ça va bien! Très excité de parler du sujet du jour, en fait. C'est quelque chose de super intéressant, je pense, puis plein de bonnes choses à se partager. Voilà, oui. Puis, en fait, le sujet de cet épisode 19 de Discuter entre les dés, c'est quelque chose qui touche à tous les rôlistes. Donc, si vous êtes un rôliste, c'est sûr que vous êtes passé par là, c'est-à-dire être un débutant. Donc, il n'y a personne qui commence en étant un très bon joueur, ou du moins, tu peux être un très bon joueur, mais tu ne connais pas tout et tu ne connaîtras jamais tout. Hein. Voilà, ça peut être un des premiers conseils qu'on va donner ce soir. Donc, on a envie de se pencher sur l'initiation finalement des débutants ou comment faire en sorte de bien intégrer les débutants et les débutantes au jeu de rôle, comment inclure ces gens-là de façon à ce qu'ils ne fassent pas juste une partie et qu'ils ne reviennent jamais, ou c'est possible aussi, peut-être que ça ne plaira pas, mais du moins, tenter de rendre l'expérience agréable pour tout le monde autour de la table, mais surtout ces gens-là qui pourraient être un peu plus fébriles de commencer dans cet univers. Donc, la forme que ça va prendre, en fait, j'ai préparé 2 petites questions et la dernière qui va maintenant devenir un classique de discuter entre les dés. Pour ne pas le citer, mon fameux Tom Waits, A Little Drop of Poison. Donc, la petite goutte de poison que je viens mettre dans la discussion, qui est un peu une similaire de la question qui tue. Donc, la seule question que je n'ai pas partagée avec mes invités pour qu'ils doivent y répondre à brûle pour point. Donc, voilà. C'est lancé. Vous êtes au courant qu'il y aura ça, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, qui va vous demander de vous mettre finalement un peu de l'avant, c'est qu'est-ce qui vous a aidé, vous, en tant que joueur débutant, lorsque vous avez commencé? Vous pouvez aussi peut-être nous expliquer un peu c'était quoi la prémisse, le contexte de votre première partie de jeu de rôle. Vas-y, Kim. Oui, j'étais une joueuse très, très, très occasionnelle au début, puis j'ai commencé à jouer sur le tard, là, on s'entend. La première partie que j'ai jouée, c'était une partie de All Flesh Must Be Eaten, avec 2 autres personnes qui n'avaient jamais joué. C'était un cadeau de fête à mon ancienne belle-sœur qui avait été faite. Puis, je vous dirais, les 3, on savait pas les règles, puis c'était juste jouer des zombies, puis tuer des zombies dans notre victo natale. Après ça, ça a pris comme un bon 2 ans avant que je rejoue. Un ami m'a invité à jouer à Edge of the Empire de Fantasy Flight Game. Et là c'est ma première campagne. Avec des gens qui avaient un peu plus qui étaient un peu plus habitués autour de la table, puis par la suite, on a lancé une deuxième campagne. Le même DM a lancé une deuxième campagne du même jeu. Puis tout ça, ça doit dater d'environ, mettons 6 ans, mais tu sais, je jouais
à une fois par jamais. Tu sais, fait que en 6 ans, j'ai dû jouer une dizaine de parties, là, grosso modo, jusqu'à temps que la pandémie frappe. Puis là, j'ai parlé à un ami, il m'a dit « Hey, veux-tu que je t'invite dans ma game de D&D en ligne? » J'ai fait « Oui. » Puis là, je suis tombée dedans, direct C'est le cas de le d'invent. dire. Ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui m'a aidée en tant que joueuse débutante? Ça a l'air niaiseux, mais ça fait longtemps, moi, que ça m'intéressait, puis ça m'intriguait les jeux de rôle, puis c'est que personne dans mon entourage jouait. Fait que ça n'a pas été tant de me déjeuner, me mettre à l'aise, mais vraiment d'être avec un maître de jeu, principalement, à qui j'avais confiance, puis qui m'expliquait, puis qui prenait le temps de m'expliquer les règles, puis c'était quoi qui était attendu, puis s'adapter aussi beaucoup. En fait, c'est une campagne maison, puis il adaptait la quête aux personnages qu'on avait créés, mais sentir que ce que j'avais créé, c'était adapté et non pas j'ai besoin de me rentrer dans un moule, ça m'a quand même aidé. J'ai trouvé ça plus facile jouer avec ce groupe-là qui était tous des habitués parce que ça donnait un rythme à la partie. Allô les chats? Mon familier, attendez. Ça donnait un rythme à la partie, puis je pouvais un peu me calquer ce rythme-là pour continuer, puis OK, tu sais, ça ressemble à ça, on apprend par imitation dans la vie, là, fait que, OK, je vais embarquer dans le même rythme, puis OK, je comprends, genre, tu sais, je comprends où ils s'en vont, je le sais où aller maintenant, versus quand, parallèlement à ça, je jouais avec un groupe qui était que des débutants, j'ai trouvé ça quand même, personnellement, j'ai trouvé ça plus difficile, parce que on savait tout pas quoi faire, trop, puis on veut bien prendre des initiatives, mais quand tu sais pas ce que tu peux faire, c'est pas nécessairement évident non plus. On sait pas l'ampleur de ce que ça peut prendre une partie de jeu de rôle. Puis le maître de jeu, ben, il voulait nous aider, fait il nous aiguillait un peu. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Mais on finissait par faire ce qu'il proposait tout le temps, fait que c'était un railroad malgré lui. Fait que j'ai trouvé ça plus facile de jouer avec des joueurs ouverts d'esprit et qui m'aidaient et qui m'écoutaient, puis quelqu'un, pendant qu'il y a de l'action, qui me prend sur le côté puis dit « OK, là, il se passe ça, puis oh, regarde cette stat-là. » Ça, j'ai trouvé ça plus encadrant, plus facilitant comme entrée que de commencer juste avec des joueurs débutants. Personnellement, j'apprends plus par observation, puis à regarder comment les autres se débrouillent, puis je tombe à l'aise après ça. Si je peux rebondir là-dessus avant de te céder la parole, Félix, parce que justement, on en avait un peu parlé entre les lignes de nos écrits, Kim et moi. Moi, au contraire, j'ai commencé avec quasiment que des débutants. Et moi, je trouvais que c'était une bonne façon de commencer pour ne pas sentir cette pression-là, d'avoir l'impression de ralentir le groupe, de poser des questions, de ne pas comprendre. Tout le monde était assez au niveau où on est en train d'apprendre. On n'est pas gêné justement de faire des erreurs ou quoi que ce soit. Bien entendu, si tu es avec un groupe d'expérimentés qui est super bienveillant, ça peut bien se faire aussi également. Là, je comprends ton point, mais je pense que ce qui aidait surtout dans mon cas, et j'en ai parlé déjà largement sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre, mais j'ai commencé avec Wizarding World RPG, qui était un jeu d'Harry Potter créé par des amis. C'était mon premier jeu de rôle à vie. Donc, même si on ne connaissait pas le jeu de rôle en soi, on connaissait tellement l'univers que nous, on savait ce qu'on pouvait faire. Comme on a consommé l'œuvre littéraire, l'œuvre cinématographique, on sait c'est quoi les sorts, on connaît Poudlard. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas ce freinage-là à savoir quelles les actions qu'on peut poser parce qu'on les a vues, ces actions-là, être posées par des personnages fictifs. Fait que, je pense que ça m'avait vraiment aidé justement d'être avec des débutants, de ne pas vivre un peu la pression de devoir performer avec des gens qui le font toujours. Puis, même le maître de jeu, c'était la première fois qu'il était maître de jeu. Donc, lui aussi était en train d'apprendre avec nous. Mais bon, c'est un humoriste, fait que comme l'idée du monde, ça va, là, ça fait partie de son choix de carrière. Donc, à ce niveau-là, ça se passait plutôt bien. Et toi, Félix? Hey, c'était déjà très, très enrichissant. J'aurais dû appliquer tous ces bons conseils. Moi, je me suis lancé tel un casse-cou, intrépide, Tom et Julie, direct dans la marmite. Moi, dans le fond, j'ai consommé mes premières parties. Je pense que je suis un exemple très classique d'une nouvelle vague de joueurs de jeux de rôle. C'est-à-dire que je suis embarqué dans les jeux de rôle parce que j'ai vu passer un épisode de Critical Role. J'ai trouvé ça très, très long. J'ai trouvé ça super riche. Moi, j'ai un gros background d'improvisation.
J'ai fait de l'improvisation, mon Dieu, ça fait longtemps que je porte des jogging puis je me prends pour un primate dans un improvisoire. Je fais du théâtre, de performance scénique, de la chanson. Fait que moi, c'est plus cet aspect-là qui m'a amené à vouloir ajouter certaines règles parce que, comme j'en ai déjà parlé précédemment dans certains podcasts, là, dont ici sur la chaîne, ce que je trouve cool de l'impro, c'est que tu peux tout faire. Ce que je trouve poche de l'impro, c'est qu'il n'y a rien qui encourage nécessairement à confier une partie de ce tout faire-là au hasard. Puis le jeu de rôle nous amène des règles qui limitent un petit peu ce que tu es capable de faire, qui viennent peut-être encadrer un peu plus la narrative, puis je trouvais ça très, très cool du jeu de rôle. Je me suis clenché quelques épisodes de Critical Role, mais comme je dis, je trouvais ça un peu long, je trouvais ça moins digeste peut-être. Bon, évidemment, je suis tombé dans la marmite, là, mais... moi, ce qui m'a vraiment poussé à vouloir jouer au jeu de rôle, c'est une série qui a été produite par Wizards of the Coast pour promouvoir, je pense, la 5e édition. Puis c'est Force Grey, qui est animé aussi par Matthew Mercer, qui est un cast plus restreint, des épisodes d'environ 1 heure, des mini-séries de 7 à 8 épisodes, où ils font justement des aventures préfaites. Puis quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, OK, faut que je me lance. J'ai acheté le starter set de la 5e édition, puis il est resté sur ma table de chevet pendant plusieurs mois, faute de, j'avais jamais masterisé une partie, puis j'avais pas de joueur. Donc, ouais, c'est ça, exact. Puis, ça fait partie d'un des conseils, en fait, que je suggère pour pouvoir bien introduire des débutants, ou pouvoir se lancer peut-être plus en tant que débutant. Là, j'ai déjà cassé un peu la question. Tu m'inviteras plus, Marika, dans ton podcast. Mais, c'est fini. Le poisson a fait un bac. Ça va devenir un ingrédient. Oh, nice! Mais c'est de devenir maître du jeu, en fait. C'est une bonne recommandation pour moi pour pouvoir bien se familiariser avec un univers. J'aime beaucoup ça, apprendre des jeux maintenant en y jouant, mais j'apprends beaucoup plus en menant ma propre quête, ma propre aventure. Vraiment casse-cou, ne sachant pas c'était quoi le standard d'un groupe de joueurs, j'ai joué avec des gens au bureau, après les heures du travail, dans la fin de la journée. Puis, première game, j'avais 7 joueurs. C'était ma première game en tant que maître de jeu. Ça a été un fiasco. Première chance que les joueurs ont eu de se séparer, ils l'ont faite. Écoute, tout est arrivé dans cette quête-là. Mais c'est ce qui m'a amené tranquillement pas vite à me dire, OK, non, ça c'est cool, mais j'aimerais ça peut-être un plus petit groupe. J'ai recruté des amis à moi, dont mon frère, qui jouait dans ma partie au travail. Bref, en tout cas, un petit groupe plus restreint. Puis là, on est parti sur 2 ans sur Horde of the Dragon Queen puis Rise of Tiamat. Et de fil en aiguille, le Rage de dés, coup critique, puis aujourd'hui. Mes conseils à moi, comme je le disais, je recommande de masteriser une première partie, de s'improviser maître du jeu, parce qu'on va se rendre compte, en fait, que c'est pas grave de se tromper. Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup conforté à l'idée de me lancer dans le jeu de rôle. C'est dans les premières lignes du manuel de départ, là, du starter set de Donjons Dragons 5e édition, ils disent comme « Ce livre est un guide de référence. L'histoire vaut plus la peine d'être jouée que les règles d'être respectées. » Puis j'étais comme, OK, dans le fond, je fais de l'impro. Si ça va pas comme j'ai prévu, je vais juste improviser. Puis c'est véritablement ce qui s'est passé. Et deuxième chose, justement, c'est comment bien introduire des débutants au jeu de rôle. C'est de justement présenter le jeu de rôle comme une performance scénique, une pièce de théâtre que l'on crée ensemble, une histoire que l'on se raconte. On a tous, je l'espère, déjà lu un livre, écouté un film, ça a été fait raconter une histoire étant petit. Donc, on connaît les mécaniques de raconter et d'écrire une histoire. Et donc, même si on est étranger aux mécaniques du jeu de rôle, de présenter en tant que maître du jeu ou en tant que collègue joueur autour de la table, hey, la partie qu'on va jouer ce soir, fais-toi en pas si t'as jamais joué, les règles, là, le maître du jeu s'en occupe. Toi, concentre-toi juste sur comme créer une histoire. C'est quoi ton personnage? Qu'est-ce qu'il fait? Puis il vient d'où? T'sais? Puis à chaque fois que j'accueille des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué, je leur dis tout le temps la même chose. Dis-moi ce que tu as envie de faire, puis on va trouver des règles qui permettent de le faire. Ça enlève tout le stress, parce que souvent ce que je remarque qui est stressant, c'est la feuille de personnage, les sorts, j'ai-tu le droit de les lancer? Ça marche-tu? Je veux être bon. Ah, oublie ça, là. Puis ça fait que les nouveaux joueurs, souvent, nous sortent des idées qui sont totalement hors de la boîte. Là. Fait que, voilà. Oui. Ça, on aime ça en tant que maître de jeu. Puis, pour rebondir un peu sur le fait de consommer, là, justement, des actual play, moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a aidé à devenir une meilleure joueuse, du moins, ou du moins à comprendre que les règles, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, parce que là, je sais qu'il y en a peut-être en commentaire qui ne seront pas contents que je dise ça. Ça ne me dérange pas. Donc, je suis une sorcière. C'est vraiment en écoutant la campagne d'Etu Game de Waterdeep avec les appendices. Donc, étant une grande, grande fan de les appendices, j'ai su qu'ils faisaient du jeu de rôle. Ça m'a amené à Etu Game. Et là, j'écoutais ça. Et là, je me disais, OK, mais ils se font juste raconter une histoire, avoir du fun. Puis moi, j'ai autant de fun en les écoutant.
je veux jouer à Donjons et Dragons. Parce que j'avais jamais joué à Donjons et Dragons. Donc, j'avais juste fait Wizarding World RPG. Fait que c'est avec la gang des 2Games que j'ai appris à jouer à Donjons et Dragons et que maintenant, ben, je masterise la campagne de Waterdeep avec des joueurs en présentiel, justement. Wow. J'ai choisi en fonction de cette partie-là que j'avais écoutée en ligne. Et aussi, un peu comme toi, Félix, moi, je suis devenue maître de jeu rapidement. Comme après 5 mois de jeu, tout de suite, je me suis dit, garde, moi, toute ma vie, j'ai voulu raconter des histoires. J'ai trouvé la place qu'il me fallait. Je me suis quand même lancée dans Game of Thrones, là, fait que c'était un gros morceau, mais avec 8 joueurs. Mais tout de même, mais on les tue à Game of Thrones. Fait que ça va vite, c'est ça, ça va vite. Il y a un bel bagage. C'est fait pour moi, ça. Oui, exact. Il faut faire jouer Kim et Félix dans une partie de Game of Thrones. Une très longue partie, d'abord. Félix a été un peu rapide, donc... mais si je peux me permettre de rebondir rapidement sur justement l'actual play, moi aussi, je dirais que c'est vraiment là que, tu sais, je jouais avec mes amis, mais tu sais, je suivais un peu la vague, puis j'avais de la misère à prendre des initiatives, puis je comprenais pas trop, justement, bon, un peu comme Félix disait, là, j'essaie de suivre ma feuille, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Puis quand j'ai écouté les actual play, en français, j'ai vraiment suivi tout ce que 2Game a fait. J'ai écouté un peu de Critical Role aussi, puis là, je finis moi aussi par tomber dedans. Dimension 20, que j'aime beaucoup aussi. Ça m'a vraiment montré que, dans le fond, les possibilités, là, ça s'étend au-delà de ma feuille, là. T'sais, on s'en fout, puis je pense que c'est un peu ça qui teinte mon style de jeu, où je vais souvent sortir des idées qui sont pas sur ma feuille. Tu sais, je vais... à Troïka, à un moment donné, il y avait un combat. Je pourris en combat mon personnage. Je fais comme, mais je pourrais essayer de le séduire à la place. Puis c'était juste de, comme, pourquoi pas faire ça, tu sais? Ou, OK, il faut attaquer un château. On a des montures. On était venu à dos de Manticore. Pourquoi j'irais pas sur mon Manticore, puis j'en graberais pas un, puis je l'amènerais ailleurs? Tu sais, fait c'est de penser comme ça tout le temps un peu plus à l'extérieur de la boîte, je pense qu'il vient teinter mon jeu. Bon, éventuellement, c'est sûr que je vais tuer d'autres joueurs qui mettent ma vie en danger. Un classique. C'est pas habituel dans les jeux, habituellement, mais c'est vraiment les actual play qui m'ont appris que, ben ouais, tu sais, il y en a pas de limite. Ça peut être un peu... puis au-delà, trouver ça vertigineux, j'ai fait comme... OK, non, c'est comme le côté positif de il n'y a pas de limite. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Très exact. Cool. Puis le fait de consommer des actual plays, c'est pas juste pour les débutants. Là. Je veux dire, en tant que maître de jeu, justement, pour Kids on Brooms, il y aura bientôt une mini-campagne sur la chaîne. Eh bien, justement, Kim, tu m'as proposé d'aller écouter la partie que Dimension 20 ont roulé. Puis je pense que j'ai mieux appris en l'écoutant qu'en lisant le livre de règles, parce que là, je voyais les règles prendre vie devant moi. T'sais. Donc, vraiment, je pense que ça peut s'adresser à tous et même les maîtres de jeu. Ben, en fait, c'est ça l'inspiration derrière Coup Critique, en fait, super rapidement. C'est ça le but, c'est que je pense qu'on est tous passés par ce processus de se dire, OK, est-ce que j'achète cette méga brique de genre 300-400 pages que je vais devoir me taper pour imaginer, interpréter comment se déroule une partie, ou je peux me clencher une vidéo d'1h30 à 3h, 4h, puis voir comment ça se joue. Puis après ça, ben évidemment, tu commandes toutes les Collector Editions, tu te ruines, puis c'est ça, tu tombes dans la secte de j'ai 700D puis beaucoup trop de livres auxquels je jouerai pas. Voilà. On règle tous vos problèmes sur la chaîne Coup Critique. Et on en crée d'autres. OK, oui. Mais voilà, je vous lance directement avec, en fait, la deuxième question avant la question poison. Quels sont les trucs que vous mettez en tant que maître de jeu déjà, puisque tous les deux, vous l'êtes à vos heures, ou que vous voudriez mettre en place pour favoriser l'introduction de nouveaux joueurs autour d'une table? J'en ai relevé plusieurs, mais j'aimerais ça vous entendre en premier, puis qu'on puisse avoir cette petite discussion. Moi, c'est peut-être le côté très pédagogique en moi, là, accompagnement de l'élève, là. Mais un truc pour favoriser l'introduction des nouveaux joueurs, c'est les aider à faire leur fiche de personnage, mais pas la faire à leur place. Ouais, c'est cool. Quand tu fais une fiche de personnage à quelqu'un, tu dis, ben voilà, c'est ton personnage. Il n'y a pas eu le processus de créer le backstory, de construire qui est cette personne-là. Puis quand il vient le temps de jouer, c'est un peu, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Puis t'es désincarné versus
tu t'assois avec, puis tu lui montres les étapes pour bâtir, puis bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais interpréter? OK, on pourrait aller vers cette classe-là, par exemple, ça ressemble à ça, puis là, il est investi, puis là, il a le goût, puis il se rappelle des choses qu'il peut faire parce que c'est le personnage auquel il veut donner vie. Fait que vraiment, le faire avec la personne. Puis je dis pas que si vous donnez des fiches préfaites, là, c'est méchant, là, pour moi, c'est une erreur, mais qui est remplie de bonnes intentions. Mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile apprendre à jouer à un jeu, parce que j'essaie plein de jeux, quand je crée moi-même ma feuille de personnage, parce que je m'approprie les règles, je m'approprie le personnage. Puis c'est ça. Fait que aider le joueur à faire sa fiche, oui. Lui donner une fiche, non. Je suis d'accord avec ça, oui. Puis, tu sais, on peut accompagner la session 0 là-dedans, justement, là, Ben oui. pour construire l'univers. Puis même, des conversations plus individuelles. Moi, j'ai fait ça il y a à peu près 1 an avec une joueuse, que c'était la première fois qu'elle jouait à un jeu de rôle. Je la connais, mais c'est pas une amie super proche. Puis j'ai commencé une campagne dans le Wizarding World RPG avec 6 filles, dont cette joueuse-là, et elles étaient toutes des joueuses expérimentées, sauf cette joueuse. Et j'ai dit, gars, on va aller dans un café. Je vais te parler de c'est quoi l'univers que je veux mettre en place, puis dis-moi qui tu veux être dans cet univers-là. Nice. Puis on a juste fait ça, puis après, je lui ai montré la fiche, et à partir de ce qu'elle m'avait raconté, on a monté sa fiche ensemble. Fait que ça, ne serait-ce que je suis toute seule avec elle, elle n'a pas d'inquiétude, elle n'a pas à se comparer à d'autres, c'est juste elle et moi. C'est très cool. Je pense qu'il y a quand même, je suis full d'accord avec vous, là. Sauf que j'ajouterais juste un petit bémol. Je pense que de donner une fiche préfaite et d'éviter de faire une session 0 peut être un guet-apens idéal pour convertir des gens que vous savez qui pourraient triper à faire des jeux de rôle, mais qui ne pensent pas peut-être qu'ils triperaient à jouer. Parce que ça représente quand même beaucoup d'engagement que de co-créer sa feuille de personnage, puis de faire une session 0. Puis là, on a l'impression qu'on s'embarque dans une grosse patente. Tandis que dire à des gens comme, OK, hey, gars, on l'essaye, on se fait une petite game, là, ça dure 1 heure, là, puis OK, toi, t'es X, toi, t'es Y, puis toi, t'es Z, puis voici vos fiches de personnages, voici une bunch de dés, puis on se lance. La game sera pas aussi glorieuse, je présume, que nos aventures de longue haleine super bien planifiées, mais je suis un adepte, en tant que nouveau papa, c'est peut-être pas de bonne chose à dire, mais que des fois, apprendre à nager, c'est de pitcher le bébé dans l'eau, là, tu sais. Lance-toi, ben c'est ça, je ferai pas ça. Je vous le promets, je ferai pas ça. On va être là, on va te mettre des swimmates. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense que ça peut être une bonne façon d'apprendre à en accélérer parce que tu vas être poche, puis ça peut être des fois, pour les gens que vous savez qui ont le potentiel, une super bonne initiation. Je ferais pas ça avec 3 personnes qui ont jamais joué, puis je les lance dans une quête, puis ça leur tente pas, puis on est un peu chaud dans un party, là. Peut-être pas la meilleure des options, là. Mais un piège finement tendu, peut-être bien exécuté. Je pense que ça... J'allais dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'idée que, ben, tu sais, tous les nouveaux joueurs ne sont pas des blocs monolithiques, là. Fait quelqu'un qu'on dit, il me semble qu'il aimerait ça, mais il y a encore des petits préjugés sur c'est quoi le jeu de rôle. Ah ouais, tu sais, tiens une fiche préfaite, on va faire ça à soir, tu sais, puis t'as pas à te casser le basic parce qu'il part déjà un peu à reculons, versus quelqu'un que, un peu comme toi puis moi, tu sais, on veut jouer, mais on n'a pas personne avec qui jouer. Là, c'est comme, j'attends juste ça, quelqu'un qui veut que j'embarque dans sa partie puis que créer mon personnage avec. Fait qu'on a on a des types de nouveaux joueurs aussi qui sont très différents. Celui qui est avide de commencer à jouer, puis celui qui est comme, ça peut te faire plaisir. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de facteurs à prendre en ligne de compte là, aussi à ce niveau-là. Une autre question qui pourrait quasiment être une question poison. Est-ce que vous êtes pour proposer à un joueur de jouer un personnage qui lui ressemble pour l'aider? Ou vous n'êtes pas trop pour ce conseil? Qu'est-ce que vous en pensez? Kim, ton avis? Je dirais que... T'sais, en général, quand moi je crée mes personnages, il y a tout le temps un petit soupçon de une facette de ma personnalité qui est quintuplée, tu sais. Puis je peux jouer des personnages comme diamétralement opposés, mais parce que je suis une fille compliquée dans la vie, ça fonctionne pareil. Mais je donnais l'exemple d'une partie que j'ai jouée avec Félix, où j'étais un druide des sports qui a jamais vécu en ville, qui faisait pas vraiment confiance au monde, qui était vraiment plus reclus. Puis
parallèlement à ça, dans une autre partie, je jouais une barbare qui était amie avec tout le monde, super sympathique, avec beaucoup de charisme pour un barbare. Donc, très différent, mais je me reconnaissais dans chacun de ces personnages-là quand même. Ouais. Fait que je pense que sans dire qu'on fait jouer ou qu'on dit, hey, tu sais, crée-toi en personnage, de partir de piliers que, OK, ben ça, tu sais, dans cette situation-là, je sais que ce parti-là de moi réagirait de même. Ça aide un peu aussi. C'est pas du travail d'auteur, là, c'est pas, c'est pas totalement étranger. Fait que, peut-être des fois, juste varier, prendre un aspect de sa personnalité puis de le grossir, ça peut être bien ou ça peut aider. Puis sinon, en fait, je pense que c'est pas une mauvaise idée en soi parce qu'il y a des jeux qui, c'est carrément ce qu'ils proposent. Comme, écrivez-vous, créez votre personnage en fonction de vous-même. Tu sais, je pense à toutes la série La fin du monde, Apocalypse, La fin du monde. Donc, il y en a plein, là. En fait, il y en a 3-4 de sorties. Mais ça dit, dans le fond, c'est créez-vous en personnage, puis maintenant, vous allez jouer dans cet apocalypse-là ou ce monde post-apocalyptique-là. Fait que je pense aussi que ça peut être intéressant, mais je pense pas que créer un personnage fictif devienne un handicap pour un nouveau joueur. OK. Ouais. OK. Puis Félix? je répondrais rapidement là-dessus que je pense, à mon avis, qu'on a tous, au fond de nous, quelque part de notre cœur, ce personnage que l'on a toujours rêvé de jouer, là. On tombe toujours sensiblement dans le même archétype de bonhomme, là. Tu sais, quand on en crée plusieurs puis qu'on participe dans plusieurs parties, on s'en rend vite compte. Puis moi, j'essaie plutôt de faire appel à ça. Fait que quand je joue avec des nouveaux joueurs puis qui savent pas trop comme quel personnage créer, je leur demande souvent, comme je sais des plus grands classiques là, de films fantasy ou science-fiction, peu importe le setting dans lequel on le joue, là. Puis je suis comme, dis-moi c'est lequel ton personnage préféré de Star Wars, là. Puis pourquoi, tu sais? Pourquoi tu tripes sur Chewbacca? Ben, c'est un gros, il est drôle, il a une grosse arbalète. Ouais, moi, je tripe sur Han Solo, il est un peu coquille, tu sais. Ou Luke Skywalker, je me vois pas être personne d'autre qu'R2D2, etc. Ben, tu sais, tout de suite, tu comprends un peu, OK, ben, t'aimes ces personnages-là, on va essayer de te créer un bonhomme qui fit un peu là-dedans. Je pense rapidement, tu vas t'en lasser parce que tu vas voir tomber dans autre chose que ce que tu considères comme étant le stéréotype de personnage. Mais c'est mon go-to pour essayer de leur faire jouer un premier personnage. Ouais, c'est bon, ça, une inspiration qu'ils aiment, qu'ils admirent. Je trouve ça peut aussi donner une idée au maître de jeu de quel genre de personnage tu vas avoir devant toi. Tu sais, c'est pas parce que tu tripes sur C3PO que nécessairement je vais te faire jouer un droïde qui parle plein de langues. Là. C'est pas, le but, c'est pas de recréer ce personnage-là, c'est de jouer d'un personnage qui a full intellect, diplomatique, un peu drôle. Mais excuse-moi, Marika, t'allais dire quelque chose. Il y a pas de problème. En fait, j'allais rebondir sur un autre point. J'ai vraiment un rideau qui m'attaque. Ça fait très sorcellerie. Ça fait très sorcellerie. Excellent, on y est. Donc, maintenant, est-ce que vous pensez que de proposer un système simple avec des mécaniques peu nombreuses, c'est une bonne façon d'initier des débutants ou au contraire, un peu comme Kim le mentionnait là, plutôt dans nos écrits, sous le couvert du secret de Drive Google, eh bien, elle disait, on peut juste, au contraire, ne pas trop s'aventurer dans des classes où justement la mécanique est vraiment plus difficile, c'est-à-dire ne pas faire un magicien pour ton premier personnage dans Donjons et Dragons, ça peut t'aider. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que d'y aller avec un petit système pas trop compliqué pour commencer, ça peut justement peut-être accrocher ceux qui sont un peu plus réticents, justement de ne pas rendre ça trop lourd, les combats qui n'en finissent plus de finir. On a tous connu ça et on n'en veut plus. Hey, OK, là, je suis vraiment dans le vent. Fais attaquer par un fantôme. Voilà, je vous lance la balle pendant que je gère les tissus vivants. Pas de trouble. Kim, je prends la balle, ça te dérange pas cette fois-ci. Vas-y. Moi, en fait, j'ai une expérience de jeu de rôle que j'avais faite dans un party, je pense que c'était la Saint-Jean-Baptiste, là, puis j'étais dans ma passe de comme, je vais convertir tout le monde à jouer à des jeux de rôle, là, que j'ai pas vraiment quitté, d'ailleurs, avec un peu de recul. C'est ce que j'allais dire. Mais je me souviens, j'avais bu 2-3 bières, je me suis installé tout seul dans un coin, j'ai pris plein de morceaux de papier, j'ai demandé au gars chez qui on était, qui est un gros fan de Warhammer, de me sortir le plus de D6 possible. Puis j'ai juste roulé comme 3 statistiques, point de vie, force, puis intelligence, mettons. Capacité physique, puis capacité intellectuelle. Puis j'ai donné à tout le monde une espèce de caractéristique, puis je les ai tous lancés dans une quête. Puis pour plusieurs, ça a été
un peu une première expérience de jeu de rôle. Et les gens qui, dans le groupe, étaient habitués de jouer à des jeux de rôle ont maximisé l'utilisation de leur fiche de personnage, tandis que ceux qui avaient jamais joué étaient comme « Hey, c'est tellement simple, c'est tellement drôle. » Puis c'est tous des gens qui avaient un peu comme une connaissance en impro, théâtre. Mais moi, je vote à 100% pour le système de jeu le plus simple. En fait, même, je recommande, si on veut initier des gens qui ont jamais joué, puis qu'on a le temps, puis que c'est correct, là, qu'on les ramène pas dans une campagne, de les faire jouer à un jeu qui n'existe pas. OK? C'est de prendre des D6, 2 caractéristiques, tu roules juste des D6, juste ça. Il n'y a pas plein de dés, il y a pas... Tu fais juste rouler des D6, puis toi, en tant que maître du jeu, roule des D6 opposés pour savoir s'ils touchent, si tu obtiens leur classe d'armure, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je trouve que le D6, tout le monde est comme habitué de le jouer dans le jeu de rôle, puis ça réduit l'éventail des possibilités aussi. Tu as quand même toujours une chance sur 6, 2, 3, 4, évidemment 5, 6, d'obtenir des résultats X, Y, Z, là. Puis, en tout cas, moi, après avoir fait ça, j'étais comme, OK, ça, c'est mon go-to. Puis, si jamais on n'a pas de D6, parce qu'on est des rôlistes, puis qu'on a juste des bizarres, un système à dés opposés. Donc, le joueur veut faire une action, parfait. Moi, en tant que maître du jeu, je suis pas nécessairement l'ennemi que tu essaies d'attaquer. Là. Tu me dis, hey, j'essaie de sauter par-dessus la grosse muraille pour me sauver des zombies qui m'attaquent. Parfait, roule un des 20, je vais rouler un des 20. Si t'as plus que moi, tu réussis. Si j'ai plus que toi, t'échoues. Bang, c'est pas plus compliqué. C'est parce que le plus difficile, je trouve, pour apprendre à jouer à des jeux de rôle, c'est de comprendre que ta job, c'est pas de réussir ton jet. C'est de créer en fonction du résultat. Puis on est tellement habitué de jouer à Monopoly, de comme je veux rouler le plus possible, je veux accumuler le plus de cash. Dans un jeu de rôle, c'est pas ça. C'est de construire en fonction du résultat, succès ou échec. Ça, là, je trouve que c'est un bon apprentissage, puis après ça, on peut se lancer dans n'importe quel jeu. C'est vraiment un excellent conseil. J'ai vraiment le coup de l'impliquer. Oui, effectivement. Parce que moi, j'ai tendance à penser, mettons, et puis là, j'ai l'impression que c'est ça. Encore là, on s'adresse initier des gens qui n'ont pas fait les démarches par eux-mêmes. Moi, j'ai dans l'optique où c'est quelqu'un qui vient nous voir me dire « Hey, j'aimerais ça commencer à jouer. Ouais. » À ce moment-là, bon, s'il veut rentrer dans une quête qui est déjà en cours, pas vraiment le choix de choisir ce jeu-là. Sinon, pas obligé d'aller dans le fantastique, on s'entend, là. Il y a Médiéval fantastique, il y a un paquet de jeux possibles qui sont tout aussi intéressants. Mais je pense que tous les jeux ont quand même leur courbe d'apprentissage, ce qui fait qu'ils finissent par être relativement, à mon avis, tous accessibles. Par contre, il faut respecter cette courbe d'apprentissage-là. Puis c'est ce que Marika parlait. Commencer avec un Wizard niveau 10 dans D&D, c'est lourd longtemps. Mais commencer niveau 1, quand tu apprends la petite mécanique puis après ça, OK, on va y aller niveau 2, quand j'ai réussi à faire assez de choses pour avoir de l'expérience. Je trouve que pour les nouveaux joueurs, c'est pas juste intéressant, mais c'est important, cette gradation de niveau-là, pour, dans le fond, une approche là, socio-constructiviste. Là, tu construis tes connaissances sur celles que tu as déjà. Fait la prof parle. On te reconnaît, Kim. Oui, fait que c'est vraiment cette idée-là. Déjà là. On bâtit sur... Il y a une augmentation de complexité avec le temps. Fait que quelqu'un qui est intéressé, mais ça lui fait un peu peur, mais OK, on peut prendre un jeu qui est plus complexe, mais on va faire des petits pas au début avant de commencer à courir. De la même façon qu'un jeu qui est complexe puis il n'y a pas vraiment cette courbe-là, à ce moment-là, en tant que maître de jeu, on peut aussi dire, ces règles-là, là, un peu jambon qui ne servent pas à grand-chose dans le fond, on les enlève. Puis on fait nous-mêmes la courbe d'apprentissage, puis on bâtit la difficulté en cours de route. Je devais jouer avec des enfants qui voulaient absolument jouer à Donjon Dragon. Puis là, j'étais comme, OK, je vais jouer à Donjon Dragon. Ils veulent jouer des sorciers puis des affaires de même. Ça fait beaucoup de règles. OK, bon, ça, on enlève ça. Ça, on enlève ça. Ça, on enlève ça. Puis qu'est-ce qui reste? Ça reste Donjon Dragon, entre guillemets. Puis c'est à ça qu'ils vont jouer. Mais on crée le jeu pour eux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est cohérent, tu sais, que
que ton personnage apprenne les choses en même temps qu'en tant que joueur, tu apprends les choses. Je veux dire, si tu commences niveau 1, ben, en tant que joueur, tu vas apprendre des mécaniques, mais ton personnage va aussi apprendre de ses aventures. Fait qu'il y a une logique qui est intrinsèque finalement au jeu et à ce que le jeu offre. Et pour rebondir sur les enfants, moi, j'ai monté un club de Donjons et Dragons à mon école secondaire où je travaille. Nice. Et peut-être qu'au mois de juin, Pépé me l'a proposé, je vais faire une vidéo pour revenir sur cette péripétie qu'est mon club de Donjons et Dragons. Parce qu'en plus, on roule la mini-campagne de Pierre-Louis Renaud, Gobelin et compagnie. Donc, c'est ça à quoi j'ai joué avec mes élèves. Donc, voilà. Fait que peut-être que je vais revenir là-dessus, mais effectivement, il y a beaucoup de conseils qu'on a donnés ce soir qui peuvent s'appliquer à des adolescents et même à des enfants, tu sais. Mais je pense que tu devrais faire je pense que tu devrais faire une vidéo juste sur créer un club dans une école, parce que moi, j'aimerais s'en créer un au cégep à la prochaine session. Ah oui, effectivement. Tes paroles. Ah ouais, bonne idée, ça. Très cool. Oui, je vais remettre ça dans ma marmite puis je vais brasser là, pour m'en sortir d'ici la fin de l'année. Je pense que le dernier conseil que j'aimerais donner, on en a parlé un petit peu, c'est peut-être de laisser savoir aux joueurs qui sont un peu plus réticents parce qu'ils pensent que Donjons et Dragons ou les jeux de rôle, c'est aller se battre avec des épées en mousse. C'est pas la même chose, d'accord? Si vous ne le saviez pas, là, moi, le nombre de fois qu'on m'a dit « Ah ouais, ok, toi, tu fais Donjons et Dragons, tu mets une armure en cuir. » Je suis comme « Non, je fais ça aussi, mais ça s'appelle des grandeurs nature. » Donc, juste laisser savoir aux gens que le jeu de rôle, c'est pas juste le médiéval fantastique. Il en existe plein d'autres. Coup Critique est là pour vous le dire, surtout Pépé, en fait, qui va vous parler de 1001 jeux dans ses critiques. Oh, yes. Donc, vraiment, je pense que de déconstruire ce mythe-là qui dit que le jeu de rôle, c'est juste Donjons et Dragons, c'est déjà une bonne façon d'attirer plus de gens de tous les horizons, mais aussi, et je pense que c'est très important, peut-être que vous avez déjà vécu des expériences qui n'étaient pas agréables, c'est de jouer avec des gens avec qui on est à l'aise. Parfois, de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, ça peut être particulièrement déstabilisant. Ça peut faire en sorte qu'on fait des maudites belles rencontres, mais je pense que l'important là-dedans, c'est surtout de se respecter puis de trouver des gens avec qui on est bien, qui nous font sentir bien autour de la table et avec qui on est heureux finalement quand on joue. J'ai quelques conseils que j'avais notés, mais moi, j'ai pas été un bon élève, je les ai pas mis dans le document, là, c'est pour ça. Mais je les passerai en rafale, si tu me permets, Marca, avant de me faire empoisonner ben raide puis plus jamais être invité sur ton podcast. En fait, le truc principal que je suggère, c'est 3 conseils qui s'appliquent autant si on est joueur que si on est maître du jeu et qu'on veut aider des débutants à se joindre à notre partie ou à en démarrer une avec nous. La première, c'est un apprentissage de mon improvisateur et homme de théâtre préféré, Réal Bossé, célèbre comédien québécois, qui, lui, m'a donné le conseil en impro qui a changé la façon dont je fais de l'impro. C'est qu'il m'a dit dans une formation, tu sais, la meilleure façon d'être bon en impro, c'est de pas vouloir gagner l'étoile du match, mais de tout faire pour la faire gagner à un autre joueur. Puis, c'est pas comme un grand conseil vide de sens, là, super beau. Là. Non. Spot une joueuse, un joueur, début de la game, que toute ton attention est focusée sur cette joueuse-là ou ce joueur-là. Divulgacheur, dans ce cas-ci, le joueur ciblé, c'est le débutant. OK? Donc, tout faire pour que ce joueur-là ait la meilleure expérience possible de jeu. Puis, mes 2 conseils pour ça, que je mets en pratique, autant avec des débutants que pour, des fois, casser les réflexes de rôlistes vétérans. Là. Tu sais, des fois, il y a des parties qui sont longues, des combats qui sont pas super rythmés. Là. Moi, à défaut de me faire accuser de railroader chouchou mes joueurs et mes joueuses, moi, je propose beaucoup des choix. J'ai remarqué que ça simplifie beaucoup la narrative, puis que si quelqu'un a une bonne idée que tu ne lui proposes pas, il va la faire pareil. T'arrives dans un hall, il y a un ogre qui dort, il y a une clé à sa tête, tu dois te passer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu essaies de faire? T'essaies-tu de réveiller l'ogre puis de négocier avec lui? T'essaies-tu de l'attaquer ou t'essaies d'y voler? S'il dit « Ah, j'aimerais ça regarder si un chandelier passait à travers puis elle décroche la serrure », il va y aller pareil. Mais les 3 choix pour quelqu'un qui est comme « Oh, l'étendue des possibles est beaucoup trop vaste », t'as 3 repères sur lesquels tu peux t'asseoir. Ça permet d'accélérer le rythme, puis c'est quand même la personne qui décide. Ouais. Fait que c'est pas fais-tu ça ou pas ça. C'est fais-tu ça ou ça ou ça. Et l'autre conseil, autant pour justement les combats que les scènes de discussion, roleplay, de construction d'histoire, de voyage, moi je me rends compte que souvent ce qui paralyse les joueurs, c'est qu'ils tombent dans leur fiche de personnage puis qu'ils sont plus dans l'histoire. Fait que moi souvent, même en tant que joueur, je remets du contexte. OK? Là, c'est comme, OK, là, vous roulez votre initiative, puis là, le combat commence. OK, c'est à ton tour de jouer. Non.
t'as le dragon en avant de toi, là, il est au-dessus de toi, là, il y a ses grandes ailes qui s'ouvrent, là, il se recule, là, puis il s'en va pour te souffler son souffle de glace d'en face. Là. Qu'est-ce que tu fais vite? Qu'est-ce que tu veux faire? On va tous la voir, la scène. Puis t'oublies ta feuille de personnage. Puis là, t'essayes de faire quelque chose. Puis ça permet justement de dynamiser le truc, puis de rendre les tours des gens un peu moins longs. Pour les débutants, t'as un peu moins l'impression d'être le boulet qui prend son temps. Voilà. C'était mes 3 seules notes. Je m'excuse de ne pas les avoir mis dans le document. Si tu me réinvites, je vais le faire, Marika. Tout est bien correct. Là. Ça va maintenant, je vais vous empoisonner. Fait que, c'est maintenant ou jamais. mais c'est pas si pire, d'accord? Okay. Donc, ma petite goutte de poison que je jette dans la marmite ce soir, voici la question en tant que telle. Je suis désolée, je vais la lire ici puisque je ne l'avais pas mis dans le document, parce que je ne voulais pas vous la partager. C'est la suivante. Quel conseil, selon vous, est souvent donné à des débutants et qu'il faudrait éradiquer, rayer? On ne devrait pas donner ce conseil à des débutants. Bonne question. Moi, je n'ai pas l'impression que j'ai reçu de mauvais conseils, mais c'est arrivé que j'ai commencé à jouer dans ce qui devait être une campagne, puis finalement qui est terminée très vite, une partie que le DM disait comme « OK, pas de stress », parce qu'il y avait quelqu'un qui avait presque pas joué dans sa vie. C'est pas sérieux, tu sais. On est là juste pour avoir du fun. Puis, ultimement, c'est vrai. T'sais, ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas sérieux, on est là pour avoir du fun. Mais en disant ça, parfois, les débutants font « OK, fait qu'on va juste déconner, puis on va juste... » Fait que, tu sais, il avait créé, encore une fois, dans l'univers de Star Wars, mais tu sais, il avait créé des douchebags, puis il avait créé... Fait que là, Mané, tu fais comme « OK, mais c'est pas ça le ton de la partie. C'est pas sérieux, mais c'est plus sérieux que ça. Comme, ça reste un jeu, mais l'histoire qu'on fait, on veut la prendre au sérieux. Fait que, des fois, prenez pas pour acquis que tout le monde comprend que l'histoire que vous voulez créer, c'est quoi, puis que cette histoire-là, elle est sérieuse. C'est correct aussi de faire des affaires totalement déjantées avec des douchebags, là, je dis pas ça, je dis, mais des fois, justement, bien cadrer c'est quoi l'esprit qu'on veut, plus que « Oh non, mais prends pas ça au sérieux, c'est pas grave », tu sais, de tasser les inquiétudes de côté sans expliquer c'est quoi les attentes. Ça, je pense que c'est pas un conseil, là, mais c'est peut-être encore là vouloir bien faire, mais qui peut nuire à l'esprit autour de la table sans le vouloir. Le fameux « on peut tout faire », là, mais non, on peut pas tout faire. Tu sais. C'est ça. Oui, donc oui, toi, Félix, question moi, c'est un point de vue peut-être controversé. Mais moi, je pense, encore une fois, c'est comme la fausse bonne volonté, là, c'est à quoi je mets en garde. Moi, je pense pas que c'est vrai que toutes les classes sont bonnes à jouer, puis tous les types de personnages, puis tous les jeux peuvent être joués pour des nouveaux joueurs, ok? Juste parce que, à mon avis, j'en reviens avec ça. Excusez, je me suis fait attaquer par un chat, mais en différé. Un chat fantôme. Pardon pour ça. Un petit poil dans c'est moi. Non, ouais, c'est ça. Tu l'as envoyé à cet travers. C'est fort, ton poison, Marika, c'est hot. J'en reviens à mon point, à mon propos. Je pense que c'est de la fausse bonne volonté de ne pas vouloir mettre des limites puis des carcans en se disant « Hey, toutes les classes peuvent être jouées, puis moi, je vais être là en tant que maître du jeu ou en tant que collègue joueur pour t'aider sur ta feuille de personnage. » Mais honnêtement, il y en a des classes qui sont juste vraiment tough à avoir du plaisir à jouer. C'est là, tu sais, moi, je pense qu'apprendre à jouer à des jeux de rôle ou apprendre à jouer à un jeu de rôle, c'est d'abord et avant tout reconnaître la notion que le but, c'est pas de réussir tes jets de dés. Le but, c'est pas de faire le meilleur personnage possible. Le but, c'est de co-créer une histoire à travers des échecs et des réussites. Mais le but aussi, on ferait pas ça autrement. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Mais pas d'avoir du plaisir à déconner puis à faire des blagues puis à jouer des douchebags dans Star Wars. C'est d'avoir du plaisir à contribuer à une histoire. Moi, je dis tout le temps que mes meilleures parties de jeu de rôle, c'est quand le lendemain matin, j'ai le feeling qu'il me manque un épisode à écouter, là. Où je suis comme, j'aimerais tellement ça aller finir le film, je suis comme, c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est pas une série, c'était dans ma tête. Puis donc, tu sais, de dire à un joueur ou une joueuse, je donnerai pas l'exemple parce que je veux pas que quelqu'un se sente pointé puis se sente mal de faire comme, si j'aurais pas de jouer un druide, là. Je l'ai fait. Mais, c'est qu'il y a des classes qui sont vraiment plus dures à jouer. Puis même les classes plus simples, des fois, peuvent être plus dures à jouer pour avoir du plaisir. Mais je pense que c'est notre rôle puis notre responsabilité en tant que maître du jeu qui initie ou en tant que collègue joueur qui initie des joueurs ou des joueuses à pointer vers le truc le plus simple à assimiler et le plus simple à maîtriser. Okay?
Au bout de 2-3 parties, tu vas peut-être te tanner de juste donner des coups de marteau. Mais tu vas avoir compris toute la mécanique, puis ça va te permettre d'utiliser autre chose sur ta fiche de personnage. Puis trop souvent, j'ai vu des joueuses ou des joueurs commencer à jouer dans leur première game. Ils avaient le goût de faire une classe spécifique, donc probablement un spellcaster full complexe. Là. Puis là, ils sont tout le temps paralysés, tout le temps en train de regarder leur fiche de personnage. Puis là, la seule Christie de fois dans le game qui dit genre, hey, je le sais, je l'ai lu ma feuille, là. C'est ce sort-là qu'il faut que je fasse. C'est comme, non, le casting time, c'est 10 minutes. Là, tu viens de casser toute la future initiative de ce joueur ou de cette joueuse-là. Fait que, orientez vos collègues vers des trucs simplistes, plus simples. Il y a maintenant même la possibilité avec certains starter sets de jouer des sidekicks, là, des acolytes, là, qui ont comme des fiches de personnages vraiment simplifiées. Vous pouvez même, Christy, leur faire jouer une fiche de monstre qui est plus simple dans Donjon Dragon. Puis c'est plus facile à prendre en main, c'est moins compliqué, puis ils vont pouvoir se concentrer sur faire n'importe quoi d'autre qui n'est pas sur leur fiche de personnage. C'est une fausse bonne volonté, à mon avis. Tu sais, ça ressemble un peu... Ben, en fait, ça contredit un peu ce que je disais tantôt sur la courbe d'apprentissage, mais je pense que quand je disais tu t'assois avec la personne puis tu fais sa feuille de personnage avec lui, ben c'est un peu ça aussi de dire, tu sais, quand les élèves donnent des mauvaises réponses, mais que tu veux pas qu'ils comprennent que c'est des mauvaises réponses, fait que tu les amènes. Oui, c'est bon ce que tu dis, mais tu sais, puis là, tu les amènes où tu veux qu'ils aillent. C'est pas faux. C'est pas faux, mais... fait que, mais tu sais, dans le fond, OK, tu veux faire un grand guerrier, puis il s'enligne pour le fighter, que rendu à niveau 3, il va avoir comme des manœuvres, puis tu le sais que ça va déjà être compliqué pour lui. Ben, tu sais, le barbare aussi, pour se battre, tu préfères ça, puis tu préfères ça, puis tu vends ta salade aussi pour un autre, pour que ça coule, ça y tente, tu sais. Fait que même chose, les casters, moi, j'ai fui comme la peste les casters pendant longtemps parce que ça m'intimidait bien trop jusqu'à temps que je tombe sur DCC, puis là, j'ai du fun à avoir une face qui me pousse dans le dos puis vomir des oiseaux. C'est drôle ça qui se passe. Mais c'est ça, fait que tu fais, OK, tu veux faire quelqu'un qui fait la magie, tu préviens, c'est plus difficile, tu sais, mais, regarde, le ranger, il y en a des sorts, tu sais. Fait que t'as pris une bonne façon pour commencer, tu sais, puis ou le barde, ou bon. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'amener nos joueurs quand on les accompagne, puis pas un nom, mais pas de suite, ou celui-là, c'est la version peut-être plus facile en ce moment pour que tu continues à avoir du fun. Ouais. Même dans le choix des sorts, tu sais, des affaires. En tout cas, on devient très spécifique, mais voilà. Ouais. Oui, c'est pas comme s'il manquait d'alternatives. Donc, je pense que, surtout si on pense entre autres à Donjons et Dragons, là, je pense que des classes, il y en a en masse pour que tout le monde y trouve son compte puis puisse y jouer de façon confortable, justement. Bien, vous semblez avoir survécu à ma petite portion de poison. C'est ce que demain nous dira, en fait. La nuit va nous dire si vous allez passer à travers peut-être les cauchemars que cette potion va vous laisser en tête. Mais quand même, cette soirée, ce n'était pas un cauchemar. À vos côtés, c'est toujours un bien joli rêve. J'ai bien aimé partager ma table avec vous pour cette première nouvelle de discuter entre les dés. J'espère également, auditeurs, auditrices, que vous avez apprécié notre épisode d'aujourd'hui, que vous allez, pour peut-être nous encourager, aller initier quelqu'un. Allez-y, là, ciblez quelqu'un, pointez-le du doigt et cette personne va maintenant aimer les jeux de rôle. Je vous invite à tenter l'expérience, à mettre nos conseils en pratique ou bien à nous les partager en commentaire sur notre page Facebook, sur notre page YouTube ou bien, si vous avez quelques ingrédients à mettre dans ma marmite, vous pouvez aussi devenir un membre Patreon et nous écrire vos commentaires là. Donc, également, si vous avez des sujets desquels vous aimeriez qu'on discute dans Discuter entre les dés, c'est là aussi que vous pouvez nous les partager. Nous sommes une grande communauté. Je ramènerai tout ça dans ma maison de sorcière et j'en ferai des bien belles recettes. Félix, Kim, merci d'avoir été avec moi ce soir et d'avoir été encore une fois aussi pertinent. Merci Je vous dis Marca. à la prochaine. Ciao!